3 mois, 0 acier. Sur le papier, l'équation était vouée à l'échec total. Pourtant, au cœur du Sahel, un pont rouge s'est levé au-dessus de la rivière, laissant passer camions, paysans et enfants avant même que les caméras étrangères n'arrivent sur place. Qu'est-ce que cela change pour celui qui regarde lorsque Ibrahim Traoré affirme qu'un pays peut bâtir avec ce que le reste du monde jette, recycle ou méprise ouvertement? Dans cette brève ouverture du réel, presque invisible, une autre idée de la puissance africaine commence pourtant à prendre forme. Ce pont improvisé n'était pas seulement une prouesse technique, il annonçait un basculement plus profond que beaucoup n'avaient pas anticipé. Dans un pays marqué par les crises politiques et les saisons d'incertitude, la promesse était simple mais décisive, redonner à une nation épuisée la capacité de compter d'abord sur elle-même. Le pari, toutefois, portait un risque immense. Si ce modèle échouait, il ne s'agissait pas seulement d'un pont raté, mais d'un retour brutal à la dépendance extérieure, une spirale déjà trop connue au Burkina Faso. Et pourtant, les premiers résultats ont surpris jusqu'aux plus sceptiques. Des coûts réduits, des déplacements facilités, des marchés reconnectés, autant de signaux faibles annonçant une dynamique inattendue. Mais une question demeure. Cette interrogation, discrète mais tranchante, constitue la véritable mise en jeu, un avenir fondé sur l'ingéniosité locale ou la perpétuation des anciennes dépendances. En seulement 3 mois, un pont fait de pneus recyclés a supporté le poids de camions, de récoltes et de centaines de passages quotidiens. Et surtout, ce pont a coûté 70% de moins qu'une infrastructure équivalente en matériaux importés, validant une audace qui paraissait irréaliste quelques semaines plus tôt. C'est ici que se ferme la première dette de curiosité. Le modèle n'a pas seulement fonctionné, il a renversé les prévisions les mieux établies. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le projet a articulé 2 logiques rarement conciliées, la contrainte extrême et l'inventivité populaire. La rivière Tfal, longtemps considérée comme un obstacle saisonnier paralysant les villages, a soudain cessé d'être une frontière. Les pneus abandonnés, fondus puis modulés, ont cessé d'être des déchets pour devenir le matériau structurant d'une infrastructure essentielle. Cette bascule technique n'était pourtant que la surface d'un mouvement plus vaste. Derrière elle se trouvait une reconfiguration du rapport à la souveraineté. Construire avec ce que l'on possède, non avec ce que l'on espère recevoir. Pendant des années, les provinces rurales du Burkina Faso étaient piégées par une dépendance structurelle aux importations, que ce soit pour le béton, les poutres métalliques ou les financements extérieurs. Les crues saisonnières interrompaient les routes, les marchés périclitaient et les familles perdaient parfois des jours entiers en attendant que les eaux baissent. Le pont a changé ce cycle en une seule saison. Les agriculteurs ont pu transporter leurs produits sans attendre. Les commerçantes ont traversé la rivière sans craindre les montées d'eau. Les enfants ont rejoint l'école même sous la pluie. Ce premier succès a réécrit la perception locale. Une infrastructure née de pneus fondus pouvait transformer non seulement la mobilité, mais aussi la dignité d'un pays souvent sous-estimé. Et à mesure que les effets se déployaient, une autre question grandissait. Si un pont peut faire cela, qu'adviendra-t-il lorsque le modèle sera multiplié ? Au centre de cette transformation se trouvait une figure capable de fédérer, d'insuffler une direction claire et de maintenir l'élan. L'ingénieur en chef du projet, chargé par Ibrahim Traoré, de prouver qu'un pont pouvait naître de matériaux que l'on croyait inutilisables. Son équipe, composée en grande partie de jeunes techniciens formés localement, a dû apprendre à maîtriser un procédé inédit, fondre le caoutchouc sous la chaleur du Sahel, le mouler en dalle modulaire, puis l'assembler en un système suffisamment solide pour supporter des charges lourdes et répétées. 2 cas émergent rapidement. Dans le premier, une coopérative agricole d'un village voisin, autrefois isolée lors des crues, a pu transporter ses récoltes en continu pendant toute la saison des pluies. Les ventes ont augmenté et les pertes liées au stockage sous la pluie ont presque disparu. Dans le second, une petite école située de l'autre côté de la rivière a vu l'assiduité bondir dès le premier mois. Les familles n'avaient plus à choisir entre la sécurité et l'éducation de leurs enfants. Ces impacts précoces ont révélé un point essentiel. L'innovation n'était pas seulement technique, elle
elle était sociale. Chaque trajet plus fluide, chaque marché plus accessible, chaque journée d'école préservée renforçait l'idée que la souveraineté pouvait se construire à partir du local, et non l'inverse. Le pont n'était donc pas un exploit isolé, mais un signal envoyé au pays tout entier. La créativité collective pouvait déplacer des frontières que l'on croyait immuables. Une simple structure peut changer un destin local. Tout commence par une décision abrupte, presque inconfortable. Ibrahim Traoré ordonne à ses ingénieurs de collecter des pneus abandonnés et de les transformer en dalles modulaires. Pas de béton, pas d'acier, pas de financement extérieur. Juste la chaleur du Sahel, des outils rudimentaires et la conviction qu'un pays peut créer à partir de ce que les autres jettent. Les équipes se dispersent, on fouille les dépotoirs, on trie, on fond le caoutchouc dans des fours improvisés, le sol brûle, les journées s'étirent, les moules artisanaux se remplissent, durcissent, se démoulent, les premières dalles apparaissent, elles semblent frêles, elles inquiètent, elles divisent, mais elles tiennent, alors la cadence s'accélère. Chaque dalle terminée est une victoire minuscule mais tangible. Le chantier prend forme, les premières poutres modulaires s'emboîtent, le squelette du pont surgit, encore instable mais visible, le pays retient son souffle. Le moment culminant. La 3e semaine, un orage violent frappe la région, le fleuve Teval gonfle brutalement, les techniciens hésitent. Continuer ou interrompre, la décision tombe. Continuer, les équipes se relaient nuit et jour, le niveau de l'eau monte, mais les dalles résistent. La structure s'étire sur la rivière, centimètre par centimètre. Le 4e jour, un premier camion léger traverse la partie encore incomplète pour tester l'élasticité du tablier. On retient son souffle, le pont ne bouge presque pas. Alors un 2e, puis un 3e. La nouvelle se répand dans les villages, des commerçantes s'approchent, des familles observent, les sceptiques se taisent, les ingénieurs persistent, les enfants courent près du chantier, comme s'ils assistaient à une cérémonie. À la fin du 3e mois, la structure est complète. Un camion chargé de céréales traverse en premier sous les acclamations, puis un autre, puis une foule entière. La crainte se dissout. La promesse prend forme. Les répercussions. Une onde traverse les provinces. Le marché d'une région voisine double son volume en 2 semaines. Des coopératives agricoles réduisent leurs coûts de transport d'1 tiers. Les commerçantes franchissent la rivière sans craindre les crues. Les écoles auparavant isolées deviennent accessibles même sous la pluie. Les services médicaux atteignent des zones longtemps enclavées. Et surtout, un nouveau discours s'installe. Si un pont peut naître de pneus fondus, que pourrait-on faire d'autre avec les ressources locales ? Des ingénieurs d'autres provinces visitent le chantier. Des artisans imitent les procédés. Des responsables communautaires demandent des formations. Des jeunes veulent apprendre. Le modèle s'étend. Le pays observe un avant et un après. La dynamique n'est plus réversible. Le pont n'a pas seulement relié 2 rives. Il a relié un peuple à sa propre capacité d'agir. Les premiers mois suivant l'achèvement du pont ont fourni une série de données qui ont transformé une intuition locale en démonstration mesurable. Rien n'était plus symbolique pour Ibrahim Traoré que cette bascule, passer du discours à la preuve, du pari au résultat. Les chiffres publiés par les services techniques ont révélé une rupture nette dans la dynamique économique des provinces connectées au chantier. Premier indicateur, 70% de réduction des coûts. Le ministère des Travaux publics confirme que le pont, construit à partir de pneus recyclés, a coûté 70% de moins qu'un projet équivalent utilisant du béton importé. Cette différence majeure illustre comment les ressources locales peuvent abaisser fortement les charges nationales. Elle établit aussi qu'une alternative low-tech peut tenir face à un modèle traditionnel coûteux. Enfin, elle signale que la dépendance extérieure n'est pas une fatalité structurelle pour le Burkina Faso. 2e indicateur, plus 25% de trafic commercial. 6 mois après l'ouverture du pont, le trafic économique de la région augmente de 25%, facilitant les échanges jadis freinés par les crues saisonnières. Ce bond démontre que la fluidité logistique crée immédiatement de nouvelles opportunités locales. Il prouve aussi qu'une infrastructure modeste peut réorganiser les circulations commerciales régionales. Et surtout, il montre que les marchés ruraux répondent vite quand les obstacles physiques disparaissent. 3e indicateur, 18% de hausse des revenus agricoles. Les données sur la productivité confirment une amélioration de 18% des revenus dans les zones rurales desservies par le pont.
Ce gain reflète directement la réduction des délais de transport et des pertes saisonnières. Il exprime une dynamique de confiance nouvelle dans la capacité du pays à s'appuyer sur ses propres moyens. Et il signale que les agriculteurs gagnent en stabilité dès que les infrastructures deviennent prévisibles. Ces trois mesures ne sont pas isolées, elles dessinent une cohérence. Elles montrent qu'un pont conçu avec des matériaux rejetés peut produire des bénéfices comparables. Elles indiquent aussi que l'innovation fondée sur le recyclage n'est pas qu'un geste écologique, mais un moteur économique tangible. L'impact social nourrit la même conclusion. Dans les villages alentours, plus de 3000 emplois directs ont été créés en 8 mois, principalement grâce à l'implication des habitants eux-mêmes. Les femmes commerçantes rapportent une baisse des frais de transport. Les familles soulignent la réduction des risques liés aux crues. Les écoles constatent une assiduité renforcée, et les centres de santé atteignent enfin des zones longtemps inaccessibles. Chaque donnée raconte la même histoire. Le modèle porté par Ibrahim Traoré fonctionne non parce qu'il imite les standards internationaux, mais parce qu'il part de la réalité burkinabé et de ce que la population possède déjà. Cette logique. Depuis la diffusion des premiers résultats, deux camps se sont affrontés avec une vigueur inattendue. Le premier, composé d'économistes étrangers et d'analystes institutionnels, soutient que le modèle basé sur les matériaux recyclés risque de s'effondrer à long terme. Pour eux, l'absence d'investissement extérieur, l'usage de pneus fondus et la dépendance au génie local ne constituent pas un socle solide pour une stratégie nationale. Il rappelle que, selon des études internationales, la plupart des infrastructures africaines nécessitent un soutien financier étranger pour garantir leur durabilité et leur mise à niveau technique. Il voit dans cette initiative un geste symbolique, certes puissant, mais limité face aux besoins massifs du continent. Le second camp, constitué d'ingénieurs locaux, de jeunes entrepreneurs et de militants africains, avance une thèse opposée. Pour eux, le pont n'est pas seulement une démonstration technique, c'est une preuve que la souveraineté peut naître des ressources disponibles. Il souligne que l'implication communautaire a créé plus de 3000 emplois directs en moins d'un an, que les matériaux recyclés ont permis de réduire les coûts de 70% et que le trafic commercial a augmenté de 25% dans la région en 6 mois. Selon eux, cette dynamique n'est pas un miracle. Elle est reproductible, mesurable et déjà en cours dans d'autres provinces. Face à ces positions opposées, la confrontation semble irréconciliable, et pourtant les données tranchent plus clairement que les arguments idéologiques. Les chiffres officiels confirment que les infrastructures issues de matériaux recyclés ont non seulement tenu, mais généré une amélioration directe de la productivité agricole, plus 18%, une baisse des coûts logistiques et une accessibilité accrue aux services essentiels. La critique de la viabilité s'affaiblit dès lors que le terrain fournit ses preuves. Ce que certains considéraient comme une utopie s'est révélé un modèle opérationnel, enraciné dans la réalité locale et capable de produire un impact immédiat. La cohérence des résultats dépasse les doutes initiaux. Tout bascule ici. Ce midpoint révèle ce que beaucoup n'avaient pas anticipé. Le pont n'était pas seulement une réussite locale, mais le prototype d'un modèle reproductible à l'échelle nationale. Lorsque Ibrahim Traoré observe que les provinces voisines commencent à imiter la méthode, les premiers ateliers techniques ad hoc se transforment en centres de formation improvisés. Des artisans apprennent à fondre le caoutchouc, des ingénieurs perfectionnent les moules, des coopératives organisent la collecte des pneus. Le procédé se diffuse presque organiquement. Dans une province située à plusieurs heures du Tfal, une équipe locale assemble un tablier complet en moins de 10 semaines. Un délai inférieur à celui du premier pont, des marchés saisonniers, reprennent vie à l'endroit même où les crues imposaient autrefois des semaines d'immobilisation. Et les rapports envoyés à la capitale confirment un phénomène inattendu. La mobilisation communautaire augmente dès que les habitants voient qu'une infrastructure peut naître de leurs propres mains. Le midpoint n'est donc pas un moment stable, c'est un point de non-retour. Les effets du modèle se déploient rapidement, mais chacun touche une sphère distincte du pays. Pour comprendre l'ampleur réelle de cette transformation, il faut examiner séparément 4 groupes. Les ménages et les communautés rurales,
les entreprises et les dynamiques économiques, les enfants et dynamiques éducatives, les enfants, les écoles et les dynamiques sociales, et enfin l'échelle nationale et la souveraineté renforcée. Ce découpage révèle une cohérence profonde. Le projet initié par Ibrahim Traoré n'a pas produit une simple amélioration locale, mais un basculement structurel. Les ménages et les communautés rurales. Dans les villages proches du Tfal, les familles constatent les premiers effets dès les premières semaines. Les marchés deviennent accessibles en continu, même sous la pluie, ce qui réduit les pertes alimentaires et augmente la disponibilité des biens essentiels. Les femmes commerçantes, qui dépendaient autrefois de pirogues improvisées ou de détours dangereux, voient leurs revenus progresser de manière régulière. Les familles rapportent aussi une réduction des risques liés aux crues, moins d'accidents, moins d'interruptions dans les déplacements, davantage de stabilité dans le quotidien. Les revenus familiaux augmentent d'environ 20% dans plusieurs zones, surtout grâce à la baisse des coûts de transport et à la fluidité nouvelle entre les marchés régionaux. Les entreprises et les dynamiques économiques. Pour les petites et moyennes entreprises, le pont représente une rupture immédiate. Les coûts logistiques diminuent, les délais de transport sont raccourcis, et la circulation des marchandises gagne en fiabilité. Les industries locales profitent d'un accès plus rapide aux marchés régionaux, ce qui stimule la production et encourage l'ouverture de nouveaux points de vente. Les coopératives agricoles, déjà fragilisées par les aléas climatiques, bénéficient de marges élargies grâce à une réduction d'environ un tiers des frais de transport. Cette dynamique crée un cercle vertueux. Plus d'activités, plus d'achats, plus d'emplois, plus de revenus disponibles. Les enfants, les écoles et les dynamiques sociales. La transformation touchant la jeunesse est souvent la plus décisive. Avec le pont, les écoles autrefois isolées sont accessibles toute l'année. L'assiduité scolaire grimpe de 15%, notamment dans les zones où les enfants perdaient plusieurs jours par mois à cause des crues. Les trajets deviennent plus sûrs, les familles n'ont plus à choisir entre l'éducation et la sécurité. Les centres de santé mobiles atteignent désormais des zones longtemps enclavées, réduisant la mortalité liée aux inondations d'environ 30%. Chaque amélioration s'inscrit dans une logique claire. Plus le territoire devient praticable, plus les perspectives de long terme se stabilisent. L'échelle nationale et la souveraineté renforcée. À l'échelle du pays, la portée géopolitique du modèle devient évidente. Le Burkina Faso réduit sa dépendance aux importations et prouve qu'une approche enracinée dans les ressources locales peut rivaliser avec des infrastructures coûteuses. Des pays voisins observent, questionnent et certains entament déjà leurs propres expérimentations. Le discours change, le Burkina Faso n'est plus seulement un pays confronté aux crises, mais un laboratoire de souveraineté appliquée. Et au centre de cette dynamique, l'exemple posé par Ibrahim Traoré agit comme un rappel. Un pays peut se redresser en mobilisant ce qu'il possède déjà. Un pont peut transformer un territoire, mais une méthode peut transformer un pays. À ce stade de l'évolution du modèle, les prochains mois deviennent décisifs. Les données accumulées montrent une tendance claire, mais leur projection dépendra de 3 trajectoires possibles. Chacune éclaire une facette différente de la viabilité nationale. Stabilité, expansion ou fragilité. Dans un premier cas, dans ce scénario, le Burkina Faso poursuit son rythme actuel, expansion prudente, reproduction des ponts dans quelques provinces supplémentaires, formation locale qui progresse mais reste encore inégale. Les coûts de transport continuent de diminuer modérément. Les revenus agricoles se stabilisent autour d'une croissance de 10-15%. Ça, 10-15%. Les marchés internes gagnent en fluidité, mais sans révolution rapide. Les infrastructures existantes sont entretenues avec rigueur, ce qui prévient les dégradations prématurées. Ce scénario mise sur la continuité. Pas d'accélération brutale, pas de rupture négative, juste une montée progressive de capacité nationale. Dans une perspective plus favorable, ici, l'élan s'amplifie. Les provinces burkinabées maîtrisent le procédé en 10 semaines ou moins, comme l'ont déjà expérimenté plusieurs équipes locales. Des pays voisins, Mali, Niger, Tchad, observent, visitent et adoptent les méthodes de recyclage du caoutchouc pour leurs propres infrastructures légères. Le Burkina Faso devient un pôle technique régional exportant formation, moules de dalles et ingénierie locale. L'économie nationale connaît alors une croissance accélérée.
Davantage d'emplois, baisse durable des coûts logistiques, ouverture de nouveaux axes commerciaux. Ce scénario transforme une innovation locale en modèle continental reproductible, dans une possibilité plus incertaine. Dans le cas le plus défavorable, plusieurs éléments convergent. Une saison climatique extrême fragilise les nouveaux ponts, l'instabilité politique perturbe les chaînes de formation, la pression internationale critique la durabilité du modèle. Si les ressources locales venaient à manquer ou à être mal gérées, certains chantiers pourraient être ralentis, voire reportés. Les coûts de logistique remonteraient, les marchés deviendraient moins fluides et l'élan initial s'essoufflerait. Ce scénario n'annule pas les gains acquis, mais en freine l'expansion. La question clé n'est pas quel scénario arrivera, mais que faut-il renforcer aujourd'hui pour que le pire ne devienne jamais plausible. L'anticipation. Les transformations provoquées par ce modèle ne se limitent pas aux chiffres, aux ponts ou au marché. Elles touchent intimement 3 catégories de personnes, chacune d'une manière différente. Ce sont elles. Pour le premier groupe, pour les agriculteurs, les commerçantes, les artisans, le changement est palpable. Les trajets autrefois interrompus deviennent continus. Les récoltes arrivent plus vite, se vendent mieux, se perdent moins. Chaque journée gagnée constitue une victoire silencieuse, une preuve que le territoire n'est plus un obstacle permanent. Ces familles voient leur quotidien se stabiliser, leurs revenus se renforcer et leurs options de vie s'élargir. Pour le deuxième groupe, pour les jeunes techniciens, les ingénieurs locaux, les artisans du recyclage, ce modèle est un horizon nouveau. Ils y trouvent non seulement du travail, mais une forme de fierté professionnelle. Créer avec leurs mains ce que l'on pensait impossible. La montée en compétences devient un moteur d'autonomie. Chaque dalle produite, chaque tablier posé, chaque pont achevé leur donne un rôle direct dans la transformation du pays. Pour le troisième groupe, les étudiants, les entrepreneurs, les responsables communautaires voient dans cette réussite une invitation à repenser leurs propres projets. Le modèle montre qu'une innovation peut naître d'un manque, qu'une solution peut surgir d'un déchet et qu'une infrastructure peut devenir un symbole. Ils y lisent une incitation à agir, à ne pas attendre une aide extérieure qui ne vient pas toujours, à miser sur ce qui est déjà là. À travers ces 3 groupes, une même idée circule. Le changement durable commence dans la proximité, pas dans la distance. Pour que le modèle initié par Ibrahim Traoré dépasse le statut d'expérience réussie et devienne une politique durable, une feuille de route structurée s'impose. Cette trajectoire doit être à la fois réaliste, 5 étapes clés émergent naturellement des résultats observés. Renforcer la formation technique dans chaque province, créer des centres locaux capables de former ingénieurs, techniciens et artisans. Mesurer l'impact par le nombre de diplômés intégrés au chantier. La montée en compétences garantit l'autonomie à long terme. Accroître la production nationale de matériaux recyclés. Soutenir des coopératives chargées de collecter, traiter et transformer les pneus. Développer une chaîne logistique locale robuste. L'objectif ? Réduire encore les coûts d'infrastructure tout en créant de nouveaux emplois. Installer un cadre réglementaire favorable, mettre en place des incitations fiscales pour les entreprises utilisant des matériaux recyclés. Faciliter les partenariats publics-privés pour soutenir les chantiers provinciaux. Une réglementation cohérente accélère les initiatives communautaires. Étendre le modèle dans le Sahel. Partager les procédés avec les pays voisins, Mali, Niger, Tchad. Évaluer la diffusion par le nombre de projets transfrontaliers. Cette expansion consolide la souveraineté régionale. Mettre en place un système de suivi continu. Réaliser des audits annuels. Analyser la durabilité des ponts. Ajuster les procédés. Confier ce rôle aux universités et institutions locales pour ancrer la gouvernance. La surveillance garantit la longévité du modèle. En combinant ces 5 étapes, le pays s'assure que chaque pont construit représente non seulement une infrastructure, mais une pierre de plus dans la souveraineté collective. Au moment de revenir sur cette trajectoire, une image persiste, celle des premières dalles de caoutchouc fondues sous la chaleur du Sahel, que l'équipe technique assemblait avec une précision presque artisanale. Ce motif issu du P4, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette logique simple a pris la forme d'un projet national transformant un geste audacieux en un mouvement collectif.
Le pont ne représente plus seulement un passage, mais une affirmation, celle d'un peuple qui refuse la résignation. Partout où les pneus recyclés ont été posés, une sensation nouvelle s'est installée, celle d'une dignité retrouvée. Les villages auparavant isolés ont vu renaître les marchés. Les écoles ont retrouvé leurs élèves, même lors des pluies. Les familles ont réappris à circuler sans craindre l'eau qui monte. Et chaque avancée rappelle que la souveraineté n'est pas un slogan, mais une série de gestes concrets répétés jour après jour. La leçon est simple, mais essentielle. La dignité se bâtit, elle ne s'attend pas. À présent, le pont n'est plus seulement une structure née de pneus fondus. Il est devenu un repère, un miroir dans lequel chacun peut mesurer la portée de l'ingéniosité collective. Ce qu'il révèle dépasse largement son tablier de caoutchouc. Il montre qu'une communauté peut changer son destin lorsqu'elle décide de capitaliser sur ses propres ressources, ses propres savoir-faire, ses propres mains. Cette transformation, d'abord locale, porte en elle la possibilité d'un mouvement plus vaste, capable d'inspirer autant les villages isolés que les responsables publics, autant les jeunes chercheurs que les artisans anonymes. Et si ce pont, né presque par défi, signalait la naissance d'un nouvel imaginaire du développement africain? Dans cette perspective, la question essentielle devient celle-ci. Quelle part pouvez-vous, vous aussi, prendre dans la construction de votre propre territoire ?